Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le lieutenant-colonel Daniel Davis, qui a reçu de nombreuses médailles pour son service militaire, mais aussi le prix Ridenhour pour la vérité, pour avoir dénoncé la façon dont les déclarations publiques des États-Unis et de l'OTAN sur la guerre en Afghanistan étaient en contradiction avec ce qu'il voyait réellement sur le terrain. En d'autres termes, il a révélé des mensonges, et je suis très heureux que vous continuiez à le faire. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci, professeur. C'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, j'imagine que, comme le reste du monde, tu as été un peu surpris par ces tweets, ou plutôt ces publications sur Truth Social, de Trump. Il a récemment publié des remarques intéressantes. Il a commencé par déclarer qu'il comprenait enfin le conflit, 7 ou 8 mois après le début de sa présidence, et qu'il comprenait désormais le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il semble avoir adopté son côté Joe Biden et annoncé que l'Ukraine pouvait gagner la guerre, reprendre tout son territoire, et a même suggéré qu'elle pourrait prendre des territoires russes. Donc, la Russie serait un tigre de papier. Il est temps pour l'Ukraine d'agir. Qu'est-ce que tu en penses? Changement d'attitude. Vous savez, honnêtement, il faut prendre un peu de recul et remettre les choses dans leur contexte. Et sa confiance à ce moment-là, quand il dit « oui, maintenant que je comprends tout », eh bien c'est exactement ce qu'il a dit. Je crois que c'était en mai 2023, alors qu'il était encore candidat Trump. Il était interviewé par un tabloïd britannique et on lui a demandé « Et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ?» Et il a répondu « Oh, je peux régler ça en 24 heures. » Et il ne s'est pas contenté de faire cette déclaration. Il a ensuite exposé ses raisons et il a été très précis. Il a dit « Je comprends cette situation. Je connais Zelensky. Je connais Poutine. Je comprends ce qui est en jeu ici. Je comprends l'aspect financier de tout cela. Et ce ne sera même pas difficile. Ce sera facile. C'est quelque chose que je peux faire. » Donc il avait déjà fait savoir, avant même d'entrer en fonction, qu'il, je cite, connaissait la situation et les acteurs. Et puis bien sûr, vous savez tout ce qui s'est passé depuis. Aussi, il y a peut-être une semaine, le président Trump a dit « Je viens de découvrir que l'Europe achetait du pétrole à la Russie. » Quelle chose folle, a-t-il déclaré. Et là, ça m'a vraiment surpris, parce que je me suis dit « Comment ça, tu viens de découvrir ça ?» En fait, dans l'une des interviews, il a dit « Je les ai pris sur le fait et je les révélés publiquement. » Et je me disais « Mais c'est quelque chose qui n'a jamais été caché. Ce n'est même pas un secret. C'est une réalité connue depuis toujours. » On en a parlé à de nombreuses reprises, de la vulnérabilité et de l'étrangeté de combattre quelqu'un par procuration d'un côté, tout en lui achetant du pétrole et en le payant de l'autre. C'était étrange. Mais vous voyez que c'est ce que Trump ne cesse de répéter. Et maintenant, il veut vous faire croire. Maintenant, je comprends la situation alors qu'avant non. Et bien sûr, d'après ce qu'il a dit par la suite, rien ne prouve qu'il comprenne réellement quoi que ce soit des enjeux liés à cette affaire. Donc, lorsqu'il fait ensuite ses déclarations sur ce que l'Ukraine peut faire, ce qui était probablement plus important dans cette publication sur Truth Social, c'est ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « Je vais imposer de nouvelles sanctions à la Russie ». Il menaçait de le faire depuis longtemps, ou d'imposer des sanctions secondaires et des droits de douane à la Chine, à l'Inde, au Brésil, à d'autres pays, ou même aux membres de l'Union européenne qui achetaient effectivement du pétrole. Il n'a rien dit de tout cela. Il n'a pas dit « J'offre un nouveau paquet de 61 milliards de dollars » comme l'a fait Joe Biden. Il a parlé de son Joe Biden intérieur. Au moins, Biden avait un paquet de 61 milliards de dollars lors de sa dernière année au pouvoir. Trump, jusqu'à présent, la seule chose qu'il a faite,
ce sont 2 paquets de 500 millions de dollars. C'est littéralement tout ce qu'il a fait depuis qu'il est en fonction. Maintenant, il dit qu'il donnera peut-être environ 1 milliard de dollars par mois en munitions et en armes, etc., au cours des 10 prochains mois, ce qui n'est qu'une infime partie de ce qu'a fait Biden, ce qui en soi n'a eu aucun impact sur le champ de bataille. Donc, on peut dire que, oui, l'Ukraine peut revenir à ses frontières de 1991 et peut-être même entrer en Russie. Tout cela, mais il n'y a aucun moyen d'y parvenir. Donc, il n'a pris aucune des mesures qui pourraient même nominalement aider, comme sur le plan financier. Et bien sûr, je soutiens que cela n'aurait de toute façon pas vraiment aidé, mais il ne les a pas prises. Donc cela n'a rien changé à la dynamique pour la Russie. Cela ne leur a même pas compliqué la tâche. Et il n'a rien fait de nouveau pour aider le camp ukrainien. Donc cela laisse les choses en l'état. Et je pense que si vous avez vu l'interview de Fox avec Zelensky hier soir chez Breitbart, je pense que Zelensky l'a compris, car on lui a demandé s'il était surpris par l'annonce. Il a dit que oui. Mais ensuite, dans sa réponse, il n'a pas dit « je suis tout excité par cela ». Il a simplement dit « eh bien, il y a encore beaucoup de moments difficiles à venir. Et vous savez, nous devons obtenir plus de soutien, etc. » Donc, je pense qu'il a compris ce qui n'était pas dans cette transcription. Il y a toujours beaucoup de fanfaronnades. Et c'est pareil avec les menaces de tarifs douaniers. Cela devient une solution de facilité si l'on peut simplement utiliser de grands mots pour obtenir ce que l'on veut. Mais la capacité à faire correspondre les paroles aux actes, ce n'est pas vraiment évident, car comme vous l'avez suggéré, il a dit qu'il mettrait en place des sanctions secondaires paralysantes pour détruire l'économie russe. Mais d'abord, ce sont les Européens qui doivent agir, ce qui équivaudrait alors à un suicide économique pour l'Europe. Il dit qu'il est temps pour l'Ukraine de passer à l'offensive et de reprendre tous les territoires. Cependant, ce sont les Européens qui fourniront les armes. Et ensuite, il faudrait abattre les avions russes s'ils approchent ou entrent dans votre espace aérien. Cependant, il se peut que nous ne vous apportions aucun soutien. Cela dépend des circonstances. Je veux dire, il y a beaucoup de bruit sans engagement clair. Si je suis assis à Londres, à Paris ou à Kiev d'ailleurs, et que j'essaie de voir comment mes politiques devraient être ajustées en fonction de ce qu'a dit Trump, il se pourrait que je ne change finalement pas grand-chose. Il m'a semblé que l'un des messages clés qui en est ressorti était en fait l'inverse, à savoir que la guerre est déléguée aux Européens. Mais il l'a exprimé dans un langage, vous savez, comme un guerrier apportant soutien total. Mais je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment quelque chose derrière tout ça. Oui, exactement. Et vous savez, c'est intéressant. Même sur la question que vous avez soulevée concernant les garanties de sécurité, Trump a aussi botté en touche, parce qu'il a dit que c'était quelque chose qu'on réglerait après la fin du conflit. Et si vous n'avez pas réglé cela avant la fin du conflit, alors vous ne savez même pas comment le conflit va se terminer. Et cela va forcément avoir un impact sur la question de savoir si vous fournissez des garanties de sécurité si ce camp perd. Et bien sûr, c'est le camp principal. Donc vous voyez, Glenn, je vous dis que vous devez peut-être considérer que c'était simplement la façon de Trump d'esquiver la question. Au lieu de simplement dire « je vais m'en aller », ce qui l'aurait exposé à des accusations d'abandonner l'Ukraine, de ne rien faire, et d'avoir perdu, et n'est donc tout accusé. C'est plutôt comme s'il essayait d'utiliser des mots pour donner l'impression que non, je leur ai donné l'autorisation d'entrer en Russie elle-même. Et s'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas de ma faute. On leur donne des armes et l'OTAN leur en donne aussi. Donc en gros, c'est pour s'absoudre de toute responsabilité ou de toute menace d'accusation plus tard. Mais les fondamentaux sont là. Et je pense, comme tu l'as dit, que tu parles de Londres, Paris, Berlin, Kiev.
Je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils l'ont interprété correctement, parce qu'ils voient, tu ne m'as rien donné d'autre. Et ensuite, tu m'as dit d'aller dans la gueule du loup sans aide supplémentaire. Et ça ne finira probablement pas bien. Eh bien, il a également suggéré que les Ukrainiens devraient s'attaquer au territoire russe. Et dans ce but, ils allaient recevoir toutes les armes dont ils avaient besoin, mais cette fois sans aucune limitation, contrairement à ce que Biden leur avait imposé. C'est assez important, car si vous utilisez des missiles longue portée, s'ils sont opérés par des Américains, qu'ils utilisent le renseignement, le ciblage et les satellites américains. Les Russes considéreraient cela comme une attaque américaine. Qu'en pensez-vous? Parce qu'ensuite, Lindsey Graham est apparu à la télévision. Il ne pouvait pas cacher son sourire. Il était tellement excité. Cette fois, nous allons vraiment détruire et apporter la mort et la destruction à la Russie. Nous allons donner toutes les armes, plus aucune limitation. Est-ce que c'était juste Trump qui parlait sans réfléchir? Ou voyez-vous quelque chose se préparer? Oui, je pense que c'était Lindsey Graham qui parlait sans réfléchir. C'est ce que c'était. C'est ce qu'il veut voir arriver. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de l'été, il y a eu un rapport selon lequel Trump allait annoncer de lourdes sanctions secondaires contre la Chine, l'Inde et le Brésil, et que le dimanche précédent, Lindsey Graham était venu avec l'un de ses collègues du Sénat, Blumenthal. Il avait alors la même joie et excitation et parlait de ces sanctions écrasantes. Nous allons détruire l'économie russe et tout ce genre de langage vraiment hyperbolique. Et puis le lundi, Trump n'a littéralement rien fait. Je pense que c'est au moment où il a fait son annonce, qui était, vous savez, assez tiède sur tous les sujets. C'était plus des mots qu'autre chose. Et Graham est resté plutôt silencieux après ça. Il n'a fait aucun commentaire. Donc je pense qu'il croit que, cette fois, on va enfin passer à l'action. Mais là encore, même lui doit regarder de près les détails de cette publication sur Truth Social, parce qu'il n'y a rien dedans concernant de nouvelles sanctions. Rien du tout. Et il n'y a rien non plus sur de nouveaux systèmes d'armes ou des munitions au-delà de ce qui a déjà été approuvé ou proposé. On peut donc se demander, comprend-il vraiment comment fonctionnent les guerres? Et je ne dis pas ça de façon condescendante. C'est une vraie question, parce que s'il pense, premièrement, que les sanctions allaient fonctionner tout court et n'allaient pas être, comme tu l'as dit, un suicide économique pour ceux qui les appliquent, et qu'elles auraient aussi l'effet escompté de forcer la Chine, le Brésil ou l'Inde à abandonner la Russie, je veux dire, c'est au-delà de l'absurde. Peu importe la pression qu'ils subissent réellement, ils ne vont certainement pas céder à ce que Washington leur ordonne de faire, à leur propre détriment et au détriment de leurs intérêts géopolitiques à long terme. Ils font exactement le contraire. Ils se demandent jusqu'où ils peuvent soutenir leurs partenaires russes pour renforcer leur position commune face à nous. Et l'idée que des sanctions économiques pourraient leur causer plus de tort qu'à nous, et ainsi changer leur comportement, alors que rien n'a jamais réussi à le faire, ce n'est tout simplement pas réaliste. Et on peut revenir sur 3 ans et demi de cette guerre qui n'a jamais contraint, que l'on parle de l'Iran ou de la Russie, en remontant vraiment à 2014, et toutes ces sanctions imposées n'ont jamais forcé la Russie à changer de politique. Et pourquoi vous pensez que cela va arriver maintenant est préoccupant, car on a un peu l'impression qu'il le croit vraiment. Ensuite, sur l'aspect militaire lui-même, tout se résume à 2 choses principales, dans cet ordre. Premièrement, la main-d'œuvre, et deuxièmement, la capacité industrielle. Et si vous n'avez pas la main-d'œuvre, alors il importe presque peu combien de chars, de munitions, d'armes, de missiles et tout le reste vous possédez, si vous n'avez pas assez d'hommes pour les utiliser, si vous n'avez pas assez d'hommes pour tenir le terrain, ou,
dans le meilleur des cas, pour en conquérir. Il faut disposer d'un grand nombre d'hommes bien entraînés par rapport à ceux dont dispose l'autre camp. Et à cet égard, la Russie possède un avantage irrévocable en termes de main-d'œuvre, ainsi qu'un avantage irrévocable pour un avenir prévisible en capacité industrielle. Donc, dans une guerre d'usure, ce qui est le cas ici, la Russie détient toutes les cartes maîtresses, les deux plus importantes de toutes. Et on peut ensuite ajouter d'autres éléments comme le nombre de drones dont il dispose, la capacité de production, les avions, les bombes planantes, les missiles de défense aérienne, tous ces éléments. Ils en ont plus dans chaque catégorie que l'Ukraine n'en a ou ne pourra en obtenir. Il ne devrait donc y avoir aucune place pour l'optimisme, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique. Et pourtant, c'est ce que nous affirmons publiquement. Oui, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie. D'ailleurs, la Hongrie est un grand soutien de Trump. Il n'arrête pas de lui lancer des éloges. Mais même le ministre des Affaires étrangères hongrois est sorti aujourd'hui en affirmant que si les États-Unis exigent qu'ils cessent leurs importations de pétrole en provenance de Russie, ils rejetteront cette demande. Donc même, c'est la Hongrie, un petit pays qui peut être soumis à des pressions, à des menaces, et qui est déjà très pro-Trump. Mais même eux vont résister. L'idée qu'ils pourraient forcer les Chinois ou les Indiens à céder semble très naïve, surtout que les Chinois savent qu'ils sont les prochains sur la liste. Donc cela n'a aucun sens. Mais l'Inde vient justement de démontrer qu'elle ne se laissera pas traiter comme un pays européen. Elle va résister. Mais c'est pour cela que je voulais poser la question que vous avez déjà abordée en partie. La différence entre la volonté politique et les capacités réelles. Parce qu'ici en Europe, on part toujours du principe que l'Amérique dispose de ressources illimitées. Si ce n'est qu'une question de volonté politique pour détruire la Russie, alors bien sûr, Washington peut le faire. Mais combien d'armes sont réellement disponibles à envoyer en ce moment? Parce que Biden lui-même, à la fin de son mandat, a reconnu qu'il n'avait plus vraiment beaucoup d'armements à fournir. Oui, c'est ça. Vous vous souvenez peut-être, assez tristement, que Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a déclaré « Écoutez les amis, nous n'avons pas assez de missiles de défense aérienne nous-mêmes pour en envoyer. La raison pour laquelle nous ne les avons pas donnés, c'est parce que nous n'en avons pas à donner. » Il a dit cela vers la fin, je crois que c'était en décembre 2024. Et puis il y a eu Marco Rubio, je crois que c'était lors de son témoignage au Sénat, au début de l'année après sa confirmation. Et il a dit la même chose. Il a dit, écoutez, il y a une raison pour laquelle personne d'autre ne les donne. Certains en Europe en ont. Nous, non. Nous n'en avons pas à donner. Et bien sûr, je pense que c'était même avant cela. Nous avions déjà dépensé énormément en mer Rouge pour tenter de réprimer et de supprimer militairement les Houthis, ce qui n'a pas réussi, ou pendant cette soi-disant guerre massive de 12 jours avec l'Iran que nous avons contribué à soutenir. Nous avons nous-mêmes attaqué, et nous avons aussi aidé Israël avec beaucoup de missiles, en particulier des missiles de défense aérienne, car il y avait de nombreux échanges de frappes intenses entre les deux camps pendant cette période. Et maintenant, apparemment, un nouveau paquet d'armement de 6 milliards de dollars est en préparation pour Israël, et ils vont demander beaucoup des mêmes catégories. Et il n'y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. Je ne sais même pas où vous comptez trouver ce paquet de 6 milliards de dollars sans sérieusement réduire la capacité américaine, qui est déjà faible. Il faudra voir si cela concerne uniquement la production future, etc. Mais même dans ce cas, la base industrielle est très limitée. Donc si vous engagez 6 milliards de dollars pour Israël, même si c'est uniquement pour la production future,
c'est un jeu à somme nulle. Cela signifie que vous ne produisez pas ces équipements pour reconstituer nos propres stocks ou pour fournir une capacité supplémentaire à l'Ukraine si cette guerre devait durer des années. Nous n'en avons pas les moyens. Tout cela n'est que de la rhétorique. Cela a autant de valeur que l'encre utilisée pour écrire ce message sur Truth Social. Mais la publication sur Truth Social, je veux dire, souvent j'ai tendance à la rejeter comme de la rhétorique, ou simplement la façon dont Trump s'exprime. Mais là, beaucoup de choses frôlaient la folie. Je veux dire la façon dont il a qualifié la Russie de tigre de papier, l'Ukraine de gagnante. Est-ce qu'on en revient vraiment à ça, à dire que la Russie est dans une situation désespérée? Parce que tu as raison. Il y a des principes fondamentaux en jeu ici, et ils sont immuables et pas difficiles à comprendre. Je veux dire, beaucoup de choses peuvent simplement se compter. Mais il y a une couche supplémentaire d'inquiétude que nous devrions tous partager, à savoir que nous sommes obligés d'analyser les mots que Trump a prononcés. Nous devons réfléchir à ce qu'il a dit auparavant, à ce que sont les fondamentaux, à ce que disent les chiffres, etc. Et ensuite, nous devons interpréter les choses. Et c'est une situation dangereuse, parce que si j'interprète différemment de ce que Trump voulait dire, ou si, Dieu nous en préserve, la Russie interprète cela d'une autre manière et en tire une conclusion différente. Ce n'est pas une façon de faire des affaires. Toute cette idée de la théorie du fou, où l'on ne sait pas vraiment ce que vous pensez afin que vous puissiez obtenir un meilleur accord, cela ne s'applique pas ici. Permettez-moi de mettre ça de côté. Ici, c'est la théorie de la folie, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire et on se retrouve à essayer de le deviner soi-même. Et si Trump vise X, Y et Z, mais que l'autre camp comprend A, B, C, alors il y a un problème. Il y a donc quelque chose à dire en faveur de l'ouverture, de la franchise et de l'honnêteté dans ce que l'on exprime. On peut utiliser un langage diplomatique, mais on ne peut pas dissimuler et tenir des propos étranges comme ceux que vous venez de mentionner à propos de la victoire, du tigre de papier, tout ça. C'est irrationnel, totalement déconnecté de la réalité. Et cela ne contribue en rien à la sécurité internationale, ni à la résolution de ce problème. C'est pourquoi je voulais demander comment, selon vous, la Russie pourrait interpréter et réagir à cela. Car toute la théorie du fou de Nixon reposait sur l'idée que les autres grandes puissances, principalement l'Union soviétique, ne pourraient pas trop tester ou provoquer les États-Unis, par crainte de ne jamais savoir comment les États-Unis pourraient réagir. Aujourd'hui, Trump incarne en partie cela. Je veux dire, si je conseillais Moscou, je dirais, soyez un peu prudents. Nous ne savons pas. Il peut réagir de manière très imprévisible. Cela dit, si la Russie ne peut vraiment pas faire marche arrière sur ce point, si elle considère cela comme une menace existentielle et qu'elle est en train de gagner, cela signifie qu'elle élimine une menace existentielle. Quelques déclarations folles de Trump ne vont pas les faire capituler ou reculer soudainement. Les Russes doivent donc réagir d'une manière ou d'une autre, ce qui ne peut pas être une désescalade. Ils vont devoir se préparer à... Tu sais, Glenn, ce que je pense, c'est qu'ils vont simplement hausser les épaules. Je pense qu'ils vont juste dire « Tiens, c'était intéressant » et ne rien faire, rien de différent. Je ne pense pas qu'ils vont changer quoi que ce soit à leur plan d'action. Je crois qu'ils ont un plan très clair, méthodique, organisé et doté de ressources pour mettre fin à cette guerre. Je pense qu'ils ont compris il y a des mois que l'espoir que Trump puisse arriver, organiser et coordonner une sorte de règlement négocié, ils lui ont donné toutes les chances possibles. Ils espéraient que cela fonctionnerait, mais je ne pense pas qu'ils aient jamais vraiment compté là-dessus. Et maintenant, je pense qu'ils viennent simplement de dire « D'accord, il n'y a pas de plan ici.
Il n'y a pas de capacité. Trump ne peut pas tenir ses promesses. Donc je pense qu'ils se sont dit, alors c'est à nous d'agir. Nous allons atteindre nos objectifs sur le champ de bataille. Poutine a dit cela il y a moins d'un mois, à Pékin en fait. Il a précisé, nous préférerions toujours un règlement négocié, mais nous sommes prêts à gagner sur le champ de bataille. Je pense qu'ils vont simplement continuer dans cette voie, car Trump n'a rien dit qui puisse menacer la Russie avec quelque chose de nouveau, comme « nous allons donner des missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine », qui pourraient être équipés d'ogives nucléaires ou quelque chose de ce genre. Je vais donner des garanties de sécurité, ou nous envisageons d'ajouter nos troupes dans cette zone. Peu importe. Ce serait différent. Là, ils pourraient devoir réagir. Mais en l'état, ce n'étaient que des mots publiés en ligne. Et ces mots n'impliquaient aucune action de la part des États-Unis. Seulement, l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut, et j'approuve tout ce qu'ils décideront de faire. Mais l'Ukraine ne peut pas faire ces choses, donc ça n'a pas d'importance. Je pense donc que va simplement convaincre davantage la Russie que la seule voie possible est une victoire militaire de leur côté. C'est pourquoi son discours est si déroutant. Car lorsqu'il a déclaré que l'Europe devrait abattre des avions russes, pour moi, cela ressemblait presque à une déclaration de guerre. Mais la seconde d'après, quand on lui demande « Soutiendriez-vous les Européens s'ils faisaient cela ?» il répond « Eh bien, nous verrons. » Je veux dire, c'est comme s'il disait que nous n'allions pas soutenir les alliés de l'OTAN. Il les a félicités d'avoir payé leur juste part et, vous savez, d'avoir rendu cela transactionnel. Mais soudainement, on est passé d'une menace envers la Russie à presque un avertissement aux Européens, leur disant qu'ils ne peuvent pas compter sur nous, qu'ils pourraient être livrés à eux-mêmes. Cela change tout, soudainement. Il est donc très difficile de savoir à qui il s'en prend à ce moment-là. Je tiens toutefois à souligner que le traité de Washington lui-même, tout comme une déclaration de l'article 5, ne signifie jamais, bien sûr, une guerre automatique. Cela n'implique jamais une participation automatique de la part d'un État membre, pas même des États-Unis. Chaque nation considérera une attaque contre l'un comme une attaque contre tous. Et tout le monde oublie toujours la fin, surtout aux États-Unis. Chaque parlement ou organe législatif national décidera alors, de manière indépendante, des mesures à prendre. Donc, même avant tout cela, que l'on parle d'Obama ou de Biden, qui étaient de grands internationalistes, même eux disaient, très bien, avant de nous laisser entraîner dans une guerre, nous allons nous assurer que cela relève de notre intérêt national. C'était l'un des points d'achoppement lors de la formation du traité de Washington en 1949, etc. Et donc, vous savez, toutes les nations veulent garder cette flexibilité. Mais au fil des années, nous l'avons un peu transformé en, eh bien, une attaque contre l'un signifie une attaque contre tous, et donc nous sommes tous en guerre. Mais cela n'a jamais vraiment voulu dire cela, et encore moins sous Trump. Oui, cela suggère que tout le monde devrait agir, mais comme je l'ai dit, cela précise même, y compris la force militaire si nécessaire. Si c'était obligatoire, il n'y aurait pas besoin de le préciser. Donc non, je pense que tout est clair, mais la façon dont cela a été redéfini, ou Parce que, vous savez, avant la fin de la guerre froide, personne ne remettait cela en question. Je veux dire, oui, c'était là. Cela a toujours été un facteur. Mais si l'Union soviétique attaquait l'un des membres, et bien sûr, si elle avançait largement, cela aurait été une menace existentielle pour tous. Il était pratiquement certain que tout le monde allait réagir. Le problème, c'est que nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide. Ce n'est plus l'Union soviétique. Et aujourd'hui, l'idée qu'une armée rouge russe va déferler sur toute l'Europe est tout simplement insensée pour de nombreuses raisons pratiques.
Alors maintenant, les pays disent « Je ne veux pas me retrouver dans une guerre stupide qui, à mon avis, ne me menace pas vraiment, contrairement à l'URSS qui pouvait menacer tout le continent. » Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et beaucoup de gens, au-delà de la rhétorique, le reconnaissent en coulisses. Ainsi, désormais, ils seront beaucoup moins enclins à s'engager dans un conflit si quelque chose devait se produire. Disons par exemple en Roumanie ou en Pologne, ou dans le cas d'incursions aériennes, comme celles qui ont eu lieu, s'il devait y avoir un abattage, vous ne verrez pas beaucoup de pays, ni même tous les pays européens, se précipiter pour dire « oui, allons faire la guerre à la Russie ». Même si cela arrivait, je pense qu'ils diraient « parlons-en ». Voilà la nouvelle réalité que, selon moi, les gens ne comprennent pas encore suffisamment bien. Eh bien, je pense que par le passé, chaque fois que l'Ukraine semblait en difficulté ou en train de perdre, l'OTAN répondait toujours en intensifiant son soutien, en envoyant des armes plus puissantes et en grande quantité. Et eh bien, cela fait un certain temps que je soutiens que, alors que nous semblons entrer dans la phase finale et que nous voyons les lignes de front ukrainiennes s'effondrer, qu'ils ne parviennent plus à renouveler les effectifs, alors que les pertes augmentent, il paraît prévisible que les pays de l'OTAN devront encore une fois intensifier leur engagement d'une manière extrêmement dangereuse. Mais on ne sait pas encore comment. Et je pense que ce serait risqué, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour résoudre le problème de manque de personnel. Et puis, nous n'avons pas vraiment beaucoup plus d'armes. Donc j'attends que quelqu'un devienne très désespéré et fasse quelque chose de vraiment stupide. Et je suppose que c'est dans ce contexte que j'ai vu les propos de Trump avec une certaine inquiétude, parce que la façon dont les médias en Occident et en Ukraine les ont interprétés, c'est, eh bien, Trump est de nouveau de notre côté maintenant. Ce qui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça concerne la guerre avec la Russie. C'est ce que je pense que Trump voulait dire, mais ce n'est pas exact dans la pratique. Et pour rebondir sur ce que tu dis, toutes ces choses que nous avons faites par le passé, je veux dire, je pourrais argumenter, et apparemment tu l'as fait aussi. Chacune d'entre elles, indépendamment, je pourrais t'expliquer pourquoi elles n'allaient pas changer quoi que ce soit sur le champ de bataille. Encore une fois, pour des raisons très fondamentales. Mais ça sonnait bien, ça avait l'air bien sur le papier. Et on avait l'impression que, oui, tu parles d'abord de 767 pièces d'artillerie, puis on passe. D'accord, à la situation des attaques MS et des HIMARS, puis aux chars, tu sais, les Challenger et les AMX-10 français, et tout ça. Tout le monde, parce que ce sont des plateformes très médiatisées, pensait que ça ferait forcément une différence, ou que les armes à longue portée en feraient une. Enfin, nous avons cessé de ménager nos efforts. Et cela n'a jamais rien changé. Il était évident que ce serait le cas. Le problème aujourd'hui, c'est que vous n'avez plus aucune de ces plateformes. Vous avez littéralement tout donné, y compris des F-16, et cela n'a eu aucun impact, encore une fois, pour des raisons prévisibles. Alors maintenant, que vous reste-t-il à faire, à part vous battre pour l'Ukraine et envoyer vos troupes là-bas? Eh bien, je crois que c'était Monsieur Bell de Sky News, il y a environ un mois, qui a dit « Examinons cette coalition des volontaires, cette force de réassurance, dans l'éventualité d'un accord de paix qui serait assuré par des troupes européennes. » Il a dit « D'où viendraient ces troupes? Il s'agit d'une force de réassurance. » Et il a ajouté que si l'on prenait la France et le Royaume-Uni et qu'on utilisait pratiquement l'ensemble de leurs forces déployables, cela représenterait environ 20% des troupes nécessaires, rien que pour une force de réassurance. Maintenant, si l'on parle de puissance de combat, c'est-à-dire d'aller réellement combattre la Russie, cela ne représenterait évidemment qu'une infime fraction.
Donc je pense que peu importe ce que Macron, Merz, Starmer, Ursula von der Leyen, peu importe ce qu'ils souhaitent, Kaja Kallas, vous savez, ceux qui semblent apprécier la possibilité d'un conflit avec la Russie, ils regardent quand même leur propre petit tableau Excel et se disent oui, nous n'avons pas ça. Alors, pourquoi prendrait-il une telle décision? Même s'il déteste la Russie, s'il pense, si nous commençons cela, nous ne pourrons pas le terminer. Et nous pourrions nous retrouver dans une situation encore pire, et ce pourrait être nos villes, au lieu de ces villes ukrainiennes qui seraient réduites en ruines. Je ne pense pas qu'ils vont faire cela. Je pense qu'ils ne feront pas cette bêtise pour des raisons purement égoïstes. Donc je pense que Zelensky en est peut-être conscient et qu'ils le lui disent peut-être même en coulisses. Cela me semble, et je crois que tu l'as dit il y a une minute, qu'on a l'impression d'entrer dans la phase finale maintenant et qu'il n'y a plus de cartes à jouer. Ce sera ma dernière question, car en étant ici en Europe, on a l'impression que les gouvernements ne savent plus vraiment défendre leurs propres intérêts. L'essentiel, semble-t-il, est de montrer leur loyauté aveugle envers Trump, dans l'espoir que les États-Unis ne nous abandonnent pas. Mais que pensez-vous alors de la montée de la rhétorique européenne ces derniers temps? Parce qu'au départ, il y a eu cette histoire des Russes qui auraient brouillé les signaux du vol de von der Leyen. On nous a dit que c'était une menace énorme, et au final, il s'est avéré que c'était une mise en scène de propagande, totalement et indiscutablement démentie. Mais ensuite, il y a eu les attaques de drones en Pologne, et les Européens étaient très mécontents que Trump n'ait pas réagi plus fermement contre la Russie à ce sujet. Mais bien sûr, il s'est avéré par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une attaque. Même la Pologne a confirmé qu'il n'y avait pas d'ogive, et les Russes ont nié toute implication. Ensuite, il y a eu les avions russes au-dessus de l'Estonie. Là encore, aucune preuve. Les Russes ont rejeté l'accusation. Et maintenant, hier, il y a eu ces drones au-dessus du Danemark et de la Norvège, au-dessus des aéroports. Eh bien, la police norvégienne dit qu'elle n'a pas confirmé s'il y avait réellement un drone. Donc, il ne semble pas que les preuves soient réunies. Alors qu'au Danemark, la rhétorique, eh bien, dans l'ensemble des médias européens, c'est « on ne peut pas exclure que ce soit la Russie », ce qui ne veut rien dire. Cela signifie qu'on ne peut pas exclure cela, ni les extraterrestres, ni même Zelensky lui-même. Je veux dire, c'est tout simplement dénué de sens. Mais peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Peut-être que les Russes essayent de porter le conflit en Europe, tout comme les Européens essaient de le porter en Russie. Mais même si c'est faux, même si c'est vrai, qu'est-ce qui explique cette volonté d'escalader et d'exagérer ce conflit, s'ils n'ont rien, pire, s'ils n'ont rien pour l'étayer? Comment l'expliques-tu? Parce que je ne comprends pas. J'ai effectivement une idée. Et je vais vous dire ma théorie de base, et cela s'applique peut-être davantage aux États-Unis qu'à l'Europe, mais dans une certaine mesure aux deux, c'est que nous continuons à penser que nous sommes en 1991. Nous continuons à croire que nous contrôlons tout, que la Russie est un pays décrépit, que la Chine est encore une nation du tiers-monde, et que nous pouvons littéralement faire tout ce que nous voulons. Ensuite, on arrive dans les années 90 avec l'avancée de l'OTAN, puis au début des années 2000, où la Russie était en colère à propos de certaines choses, mais ne pouvait rien y faire. Donc nous avons continué, etc. Nous faisions ce que nous voulions. Nous ne nous préoccupions pas de ce que la Russie disait ou faisait, rien de tout cela. Et il n'y avait jamais de conséquences. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1990. Il y a une Chine puissante et en pleine croissance, tant sur le plan économique que militaire. Et puis, à cause de nos actions, la Russie est aujourd'hui bien plus forte militairement
qu'elle ne l'était en 2022. Cela ne nous aide donc pas du tout. Et c'est la conséquence de la réaction à nos propres politiques ici. Mais mentalement, nous n'en sommes pas encore là. Comme je l'ai dit il y a une minute, nous regardons des tableaux Excel, ou peut-être que nous ne les regardons même pas, ou que nous n'arrivons tout simplement pas à croire ce que nous voyons. Et nous pensons encore que si nous en disons assez, si nous en faisons assez maintenant, alors peut-être que les Russes finiront par avoir peur. Donc je pense que c'est une forme de désespoir. On joue des cartes pour avoir l'air dur et dire « non, nous sommes sérieux ». Le problème, c'est que du côté russe, ils ont aussi MiraSex. Ils observent le rapport de force et se disent « tu ne me fais pas peur, parce que si la situation dégénère vraiment, je peux te surpasser dans toutes les catégories qui comptent pour la capacité de faire la guerre, et de loin, en ce moment. » Et je pense que cela les rend un peu plus affirmés du côté russe et plus désespérés du côté européen. J'ai donc toujours des inquiétudes qu'à cause d'une erreur de calcul, de la peur, d'une faute, d'une erreur ou d'un accident, quelque chose de ce genre, nous puissions être entraînés dans un conflit. Parce que vous prenez, à mon avis, des décisions vraiment très imprudentes du côté européen. Au lieu de faire ce qui serait rationnel et dans votre propre intérêt, c'est-à-dire mettre fin à cette guerre dans les meilleures conditions, même imparfaites, que nous pouvons obtenir. Tournez la page et commencez à reconstruire et à faire baisser la tension. C'est ce que nous devrions faire. Mais il semble que nous allons continuer à rester terrifiés jusqu'à la fin. Et c'est historiquement, vous savez, là où l'on rencontre des problèmes avec un empire en déclin, ce qui, à certains égards, peut décrire l'OTAN et l'Occident aujourd'hui, et un empire en pleine ascension. Et dans ce cas, il s'agit soit de la Chine, soit de la Russie, ou bien des deux ensemble, avec les BRICS et toutes ces autres coalitions que nous poussons désormais les gens à rejoindre contre nous, etc. Donc, il y a une certaine inquiétude. Mais pour l'instant, si je devais parier d'un côté ou de l'autre, je dirais que lorsque la situation deviendra critique, ils feront marche arrière et chercheront simplement quelqu'un d'autre à blâmer. Oui, c'est peut-être la direction que nous prenons. Eh bien, je sais qu'au moins pour les États-Unis, je pense qu'ils ont encore deux jambes sur lesquelles s'appuyer. Ils peuvent se repositionner dans le monde. Il semble que la situation soit bien pire en Europe, c'est-à-dire que tout l'arrangement sécuritaire reconstruit depuis les années 1990, tout cela reposait sur cette hégémonie collective en tant que partenaire égal avec les États-Unis. Et je pense que les Européens ont du mal à accepter la réalité que nous ne sommes plus dans les années 1990. Soudainement, ils n'ont plus vraiment de nouveau rôle dans ce monde multipolaire, où les Américains ne veulent plus être présents. Nous n'arrivons vraiment à nous mettre d'accord sur rien. Donc non, je pense que ça ne concerne pas seulement l'Ukraine. Il s'agit de s'accrocher à un ordre mondial mourant. Exactement. C'est exactement ce que je pense. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. Ce sont vraiment, eh bien, appelons cela des temps intéressants. Espérons simplement que ça ne dégénère pas en une période catastrophique. Ce serait mauvais.